Cette suppression de l'ISF, le seul effet que ça a produit, c'est d'encourager le versement de dividendes. Les dividendes ont explosé en France et les dividendes sont très inégalitairement perçus. Plus de la moitié de la population ne paie pas d'impôt sur le revenu. C'est absolument vrai. La moitié des plus pauvres ne paient pas d'impôt sur le revenu, mais quand on dit ça, on oublie de préciser que l'impôt sur le revenu, ça représente la moitié des recettes de la TVA. En réalité, aujourd'hui en France, un pauvre paie proportionnellement plus d'impôts que les très riches. Les pauvres ne paient pas d'impôts. Les riches en paient trop, les impôts découragent les entreprises ou encore les impôts font fuir les entrepreneurs. Voilà quelques assertions que l'on entend très souvent dans la bouche des politiques ou sur les plateaux de télévision. Pour l'association Attaque, qui lutte pour la justice sociale et fiscale, le débat public est gangréné par les idées reçues à propos de la taxation. Alors, paie-t-on vraiment trop d'impôts? Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui Raphaël Prado. Bonjour. Raphaël Prado, bonjour. Vous êtes porte-parole d'Attaque et vous avez coécrit ce livre « Impôts, idées fausses et vraies injustices » aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, avant toute chose, très brièvement, j'aimerais que vous répondiez à cette question. À quoi servent les impôts ? Alors c'est vrai que, comme on l'explique dans le livre, les impôts ont souvent une connotation négative quand on entend nos responsables politiques ou les éditoriaux sur les plateaux télé. On s'est souvent comparé à une espèce de charge qui pèserait. On nous parle souvent du poids des dépenses publiques, des prélèvements obligatoires, et on oublie souvent ce qu'il y a derrière, justement, ces dépenses publiques. L'impôt, pour moi, il a trois fonctions principales. La première fonction, c'est qu'on est bien content d'avoir des routes, des écoles qui fonctionnent. On l'a vu pendant la crise du Covid, d'avoir des hôpitaux qui fonctionnent. Et pour ça, eh bien, on a décidé de mutualiser ça en France et de le financer par l'impôt. On peut élargir d'ailleurs le propos et parler plus généralement des prélèvements obligatoires en y incluant les cotisations sociales parce que ça permet aussi de financer la protection sociale. En France, on a un système de retraite, par exemple, qui est public. C'est pas chacun qui va cotiser pour faire sa propre retraite. C'est un système de répartition et du coup, forcément, ça rentre dans ces prélèvements obligatoires. Donc la première fonction de l'impôt, c'est de financer les services publics, de financer la protection sociale. La deuxième fonction de l'impôt, qu'oublient systématiquement les libéraux, c'est de réduire les inégalités. D'ailleurs, c'est très rigolo de voir que, par exemple, au début du XXe siècle, quand on a instauré l'impôt sur le revenu, on avait déjà les mêmes types de débats à l'époque. On nous expliquait que ça allait tuer toute initiative privée, que ça allait être la catastrophe économique. Un exemple, c'est que si on ne prélève pas les plus riches, leur niveau de revenu leur permet tous les mois, ils ne peuvent pas consommer tous leurs revenus. Donc, il y a tous les mois une partie de leur revenu qui est épargnée. Et cette épargne, ça finit par constituer un patrimoine. Et ce patrimoine, eh bien, il génère des revenus du patrimoine, des loyers, des dividendes, des intérêts. Et si on va jusqu'au bout de la logique, ensuite, il est transmis à la génération suivante. Et c'est vrai que quand on entend la mauvaise presse qui est faite à feu l'impôt de solidarité sur la fortune, à l'impôt sur le revenu on y reviendra un peu plus tard, ou au droit de succession, on oublie qu'en fait, il n'y avait pas tous ces impôts et on aurait un mécanisme naturel de marché, les libéraux trouveraient ça parfaitement juste et sain, qui ferait qu'en fait, il y aurait une accumulation des richesses pour quelques-uns, alors que les plus pauvres, dans le même temps, eux, quand vous consommez l'intégralité de votre revenu, vous risquez pas d'épargner. Et donc, du coup, l'impôt, il a cette fonction très importante de réduire les inégalités. Et une troisième fonction qui est importante, et on en parlera notamment si on reparle des niches fiscales, c'est qu'il peut avoir un objectif incitatif. Il peut décourager certaines consommations, il peut encourager d'autres consommations ou certains investissements. Et donc, voilà, l'impôt, ça sert à tout ça et on lui fait malheureusement trop souvent des mauvais procès. Et parmi les personnes justement qui lui font un mauvais procès, il y a l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron qui a prononcé cette phrase sur BFM TV. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Alors, que pensez-vous de cette phrase d'Édouard Philippe ? Est-ce qu'il y a vraiment une tolérance fiscale zéro ? Est-ce que c'est vrai que les Français n'en peuvent plus de payer des impôts ? Alors, ça fait déjà un certain temps, même avant ça, qu'on nous bassine avec le ras-le-bol fiscal. Moi, je suis très frappé de me rappeler, en fait, ce moment-là. Si on se rappelle bien, c'est le moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes posent le problème fondamental que nous aussi, on pose depuis un moment, qui est celui de l'injustice fiscale, notamment avec cette idée qu'on va augmenter les taxes sur la consommation de carburant, alors même qu'ils sont injustes, parce que ça a été démontré 1000 fois, ils prélèvent davantage les plus pauvres que les plus riches en proportion de leurs revenus. Et puis, ce slogan qui revenait toujours, rendez l'ISF d'abord. Donc, d'un côté, on augmente les impôts sur les plus pauvres, et de l'autre côté, on diminue les impôts sur les plus riches. Or, précisément, c'est ça, s'il y a un ras-le-bol fiscal en France, toutes les enquêtes montrent qu'en fait, c'est un ras-le-bol de l'injustice fiscale. Et il y avait un sondage qui avait été fait il y a peu de temps qui montrait justement que les gens en avaient marre, qu'en fait, on baisse les impôts pour les plus riches et qu'on augmente les impôts sur les plus pauvres. Donc, en fait, les gens n'en ont pas marre de payer des impôts. Ils en ont marre que ce soit
certaines personnes qui ne paient pas assez d'impôts. C'est ça ce que vous dites? Je pense que le fait qu'on ait baissé systématiquement depuis des années les impôts payés par les plus grandes entreprises, les impôts payés par les plus riches, bref, par ceux qui peuvent le plus contribuer à l'impôt, mais aussi les scandales à répétition d'évasion fiscale, créent un ras-le-bol, effectivement, de cette injustice fiscale et mine le consentement à l'impôt. Et ça, c'est fondamental. C'est qu'aujourd'hui, en fait, en faisant cette mauvaise presse à l'impôt, on fait en sorte que l'impôt soit perçu de manière négative, alors qu'en réalité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il est absolument nécessaire à une société qui a décidé de ne pas passer tout par le marché, mais de faire en sorte de mutualiser un certain nombre de ce qu'on appelle les risques. Le fait quand je suis malade, si je suis vieux, si je tombe au chômage, je ne me démerde pas tout seul. Il va y avoir des mécanismes qui vont me permettre d'exercer la solidarité. Et dans ce grand débat, c'est vrai que vous vous rappelez qu'il y avait eu des contributions écrites et orales, enfin différents types de contributions, et Édouard Philippe avait fait la synthèse de ça. Et en gros, il avait dit, je vous ai compris, vous voulez moins d'impôts, et d'ailleurs, je vais baisser l'impôt sur le revenu en baissant la première tranche de l'impôt sur le revenu. J'entends l'impatience sur le fait qu'il faudra aller plus vite dans la diminution des impôts et des taxes. Pour moi, c'est un non-sens total. Et d'ailleurs, ensuite, ça a été montré petit à petit qu'en fait, ils avaient complètement mis sous le tapis la revendication principale qui était de rétablir la justice fiscale avec cette mesure qui est certes symbolique, mais qui est très importante, qui est de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune pour faire en sorte que les plus riches payent leur juste part d'impôt. En tout cas, en France, on paie beaucoup d'impôts. En 2019, le journal L'Opinion publiait cet article « Prélèvements obligatoires, la France de nouveau championne d'Europe ». Alors, on rappelle que les prélèvements obligatoires, ce sont les impôts et les cotisations sociales. Mais alors, ce que vous expliquez dans le livre, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça et que nous ne sommes pas réellement champions d'Europe des prélèvements. Déjà, je remarque que quand on se prévaut de ce titre, c'est pas pour s'en enorgueillir et pour dire que super cocorico, on est les champions. C'est au contraire pour dire, regardez, la France, il y a un problème, on paye trop d'impôts, quoi. Absolument. Et c'est vrai que, alors déjà, on le montre dans le livre, selon le mode de calcul, selon les estimations, on peut arriver premier ou deuxième. J'ai envie de dire, pour moi, c'est même pas le débat principal. Le débat principal, c'est qu'est-ce qu'il y a en face de ces impôts? Qu'est-ce qu'il y a en face de ces cotisations sociales? On nous compare souvent avec d'autres pays où la pression fiscale serait moindre. Et c'est vrai que, à part dans les pays scandinaves, il y a effectivement le poids des prélèvements obligatoires est plus faible. Alors déjà, première remarque, est-ce que la France et les pays scandinaves, ce sont les pays les plus pauvres au monde et les pays qui s'en sortent le moins bien? Je ne suis pas sûr, et au contraire, quand on regarde les pays pauvres, les pays du Sud, ce sont précisément ceux qui ont les taux de prélèvements obligatoires les plus faibles, justement parce que les ressources sont insuffisantes pour ensuite enclencher une dynamique. On peut expliquer que, par exemple, quand on construit des routes, quand on éduque la population, quand on fait en sorte qu'elle soit bien soignée, c'est bénéfique pour l'économie. Donc là, on a une première chose qui est qu'on oublie systématiquement qu'en fait, les pays les plus riches, ce sont les pays aussi sur lesquels il y a le plus de prélèvements obligatoires. Pour vous, le fait de payer beaucoup d'impôts, c'est corrélé avec le fait d'être un pays dit développé? La corrélation, elle n'est pas parfaite. Effectivement, on ne peut pas dire que plus un pays est riche, plus le taux de prélèvement obligatoire est important, parce qu'il y a aussi des questions de choix de société. Si on compare, par exemple, ce qu'on fait souvent, la France avec les États-Unis, évidemment, le taux de prélèvement obligatoire est plus faible aux États-Unis qu'en France, et évidemment qu'il serait exagéré de dire que la France est beaucoup plus développée que les États-Unis. Par contre, les choix politiques sont différents. En France, on a décidé que quand vous êtes malade, quand vous êtes vieux, quand vous êtes au chômage, quand vous avez un accident du travail, quand vous avez une famille nombreuse, eh bien que tous ces risques, alors même si famille nombreuse, le terme de risque il est un peu bizarre, mais en tout cas que ce qui est considéré comme des risques sociaux, c'est-à-dire on s'est dit au bout d'un moment, ce n'est pas à chaque personne de se protéger individuellement contre ce risque, mais c'est bien à la société d'offrir une protection collective. Si on compare avec un pays comme les États-Unis, évidemment, le taux de prélèvement obligatoire est plus faible. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand vous voulez aller, par exemple, à l'école, à l'université? Vous payez pas d'impôts, mais vous payez de votre poche. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes malade? Vous payez moins d'impôts et de cotisations sociales. Par contre, vous allez le payer de votre poche. Et que montrent les différentes études? C'est que, contrairement à ce que nous disent les libéraux, le marché n'est pas plus efficace que le public. Et pour une raison simple, c'est que quand la sécurité sociale prélève des cotisations sociales et les reverse, par exemple, pour financer les soins de santé, il n'y a pas de logique de profit derrière. Quand on regarde un pays comme les États-Unis, en réalité, les Américains, ils payent plus pour leur santé que nous. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est, pour moi, assez dramatique, c'est qu'on nous dit toujours que, par nature, par définition, le marché serait plus efficace que l'État. Or, précisément là-dessus, en fait, on se rend compte que les pays où les prélèvements obligatoires sont plus faibles, les gens payent de leur poche, ça accroît les inégalités, et au final, ils payent plus pour leur santé que dans un pays comme la France. Donc pour vous, l'une des questions centrales qui est corrélée à celle de l'impôt, c'est vraiment celle des inégalités, de la réduction des inégalités, finalement de la justice
fiscale qui engendre une justice sociale. Et pourtant, l'une des premières mesures mises en place par Emmanuel Macron à son arrivée au pouvoir, vous l'évoquiez tout à l'heure, eh bien, c'est la suppression de l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes. Alors, l'impôt de solidarité sur la fortune. L'impôt de solidarité, pardon. Mais il me semble important. L'impôt de solidarité sur la fortune. Alors, ça a fait beaucoup de bruit. On ne va pas revenir dessus en détail. Ça a été déjà largement documenté. Mais pour ce faire, Emmanuel Macron s'est basé sur cette affirmation. Les plus aisés en France croulent sous les impôts. Et si on veut éviter qu'ils partent dans d'autres pays, il faut réduire ces impôts. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un matraquage fiscal en France ? Alors effectivement, il y a plusieurs arguments qui ont justifié la suppression de l'ISF, ou plutôt sa transformation en IFI, et donc le fait qu'on ne taxe maintenant plus que la fortune immobilière et pas tout le reste du patrimoine. D'abord, Emmanuel Macron nous a dit, alors il n'a pas dit comme ça, mais ça va ruisseler, c'est-à-dire ça devrait créer des investissements et de l'emploi. Et là, je trouve ça assez frappant de constater que quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il a bien senti que l'ISF, ça cristallisait la colère, et du coup, il avait dit on va faire un comité d'évaluation, et si il est prouvé que cette mesure n'a pas été efficace, qu'elle n'a pas produit les effets attendus, on y reviendra dessus. Bon, là, on arrive à la fin du quinquennat, il y a déjà eu 2 rapports, donc ça s'appelle le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital, qui est quand même un organisme qui dépend du gouvernement. Et qu'est-ce qui a montré ce comité d'évaluation ? Qu'il y a eu 0 ruissellement, c'est-à-dire que non seulement cette suppression de l'ISF et puis également la flat tax qui est moins connue, mais qui est le fait qu'aujourd'hui les revenus financiers ne sont plus taxés avec un taux progressif, mais avec un taux proportionnel, c'est-à-dire qu'au lieu que plus vous êtes riche, plus vous avez de revenus financiers et plus le taux augmente, en réalité tous les revenus financiers sont taxés à 30%. Et du coup ça c'était censé entraîner un ruissellement, c'est-à-dire c'était censé se traduire par le fait que les gens qui riches avec cet argent allaient investir et allaient embaucher. Que montrent les rapports donc officiels ? C'est que ça n'a absolument pas produit cet effet-là. Et le seul effet que ça a produit, c'est d'encourager le versement de dividendes. Les dividendes ont explosé en France et les dividendes sont très inégalitairement perçus. On nous bassine souvent avec le petit actionnaire, mais en réalité, les actions, elles sont concentrées dans les mains des très riches. Cette théorie du ruissellement, elle a été largement remise en cause ces dernières années et plus récemment par Joe Biden aux États-Unis. On l'écoute. My fellow Americans, trickle down. Trickle down economics has never worked. Il met donc fin à la théorie du ruissellement qui consistait à soutenir les plus riches pour qu'ils réinjectent leur argent dans l'économie. Joe Biden l'a dit, mais avant lui, il y a eu plusieurs travaux qui ont été menés, d'ailleurs des études comparatives sur plusieurs pays, qui montrent bien que réduire la fiscalité sur les plus riches n'entraîne aucun ruissellement, n'entraîne aucune stimulation de l'investissement ou de l'emploi. Ce que j'ai expliqué sur l'ISF, ça a été démontré dans bien d'autres pays, puisque malheureusement, on a du recul maintenant, puisque globalement, la tendance de baisser la fiscalité sur les plus riches, c'est une tendance qu'on a rencontrée dans la plupart des pays développés. Donc on a maintenant suffisamment de recul. Un autre argument qui a été utilisé par Emmanuel Macron, et qui est ressassé en général par les libéraux, c'est de dire oui, mais trop d'impôts, ça fait que les riches partent à l'étranger, fuient. Alors on pourra revenir sur l'évasion fiscale, bien sûr il y a l'évasion fiscale, mais que disaient les statistiques officielles, encore celles de l'INSEE Eh bien en fait, il y avait chaque année du temps de l'ISF, il y avait 0,2 à 0,3% des assujettis à l'ISF qui partaient chaque année. Et encore, quand on part à l'étranger, c'est pas simplement pour des raisons fiscales, ça peut être pour des raisons familiales, professionnelles. Donc en fait, on prend le prétexte de ces 0,2% d'exilés fiscaux, et encore une fois, tous ne sont pas des exilés fiscaux, mais en tout cas, de ces 0,2% d'assujettis à l'ISF qui partent à l'étranger, pour dire, du coup, en fait, on supprime cet impôt parce que ça fait fuir les plus riches. Et d'ailleurs, j'ai été frappé de voir que des journaux comme Les Échos, en même temps, c'est pas très étonnant, Les Échos appartenant à Bernard Arnault, première fortune française et évadé fiscal notoire, Les Échos ont retenu des travaux de ce comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital que grâce à ces mesures fiscales, l'exil fiscal avait chuté. Et c'est très rigolo parce qu'il publie un graphique où, en fait, on se rend compte que la baisse de l'exil fiscal, donc la baisse des personnes qui quittent physiquement la France, ce qui n'est pas évidemment un synonyme d'évasion fiscale, on peut très bien pratiquer l'évasion fiscale sans fuir la France, mais les personnes qui fuient la France, en fait, le nombre d'exilés fiscaux a certes baissé, mais depuis 2014. En fait, ça n'a rien à voir avec la suppression de l'ISF, c'est plus en rapport notamment avec le Brexit et le fait qu'un certain nombre de personnes qui étaient parties à Londres sont rentrées en France. Alors là, depuis tout à l'heure, on parle des impôts sur le revenu. Mais qu'en est-il des entreprises ? Parce que c'est ça aussi qui fait peur, c'est que les cotisations sociales, notamment de ces entreprises qui sont quand même très importantes, pourraient faire fuir
ces entreprises et donc toute une industrie dans d'autres pays. Donc, est-ce que ce n'est pas judicieux de baisser, ou en tout cas d'alléger un petit peu ces charges sociales pour être sûr qu'on garde nos entreprises en France? Alors, il y a plusieurs choses dans la question, parce que quand on parle de charge sociale, c'est un terme qu'utilise le patronat pour nous expliquer que ça pèse. En fait, nous, on préfère parler de cotisation sociale, parce que, en fait, c'est quoi? C'est du salaire différé, hein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, une partie du salaire n'est pas versée aujourd'hui, c'est la différence entre le salaire brut et le salaire net. Et en fait, je le toucherai demain quand je serai malade, ou quand je serai au chômage, ou quand je serai à la retraite. Donc, en fait, baisser les cotisations sociales, c'est ce qu'on fait malheureusement depuis le tournant néolibéral des années 80. Et ça pose un problème, c'est que du coup, ensuite, on nous dit qu'il y a un déficit de la sécurité sociale et qu'il va falloir boucher ce trou. Et du coup, on nous dit toujours, puisqu'il y a un déficit, on va reculer l'âge de la retraite, on va faire une réforme de l'assurance chômage pour faire 1 milliard d'économies sur les plus précaires, etc. Un autre aspect, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur les sociétés, je rappelle que c'est uniquement les entreprises qui font du profit qui le payent, hein. Cet impôt sur les sociétés, en France, il va passer, là, sous le quinquennat Macron, il est passé de 33,3% à 25%. En 5 ans. En 5 ans. Mais si on remonte un petit peu plus loin, il était encore à 45% au milieu des années 80. Il y a une étude qui a été montrée qui montre que, pas seulement en France, mais parce que cette tendance, elle est valable dans tous les pays développés, si on continue sur cette tendance, en fait, le taux d'impôt sur les sociétés, ça va être 0% autour des années 2050. Ça a été chiffré à 2052. Donc, en fait, on voit bien la tendance, en réalité. C'est que avec ces arguments qui sont répétés comme ça pour dire les entreprises payent trop de charges, les riches croulent sur les impôts, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a assisté à un basculement de la fiscalité. Les plus riches, les plus grandes entreprises et l'impôt sur la fortune, c'est ce qu'on a baissé systématiquement. On a réduit la progressivité de l'impôt, on a réduit l'impôt sur les sociétés et on a multiplié les niches fiscales qui permettent aux plus riches d'échapper à l'impôt. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté la part des impôts qui sont payés, eux, par tout le monde et qui sont payés plus par les pauvres que par les riches, ce sont tous les impôts sur la consommation, et notamment la TVA, les impôts, par exemple, les taxes sur l'essence. Mais justement, je voulais vous en parler, justement, de ces impôts sur les plus pauvres. On parle beaucoup des impôts pour les plus riches, puis finalement, on ne parle pas beaucoup des impôts pour les plus modestes. Très brièvement, en quoi il consiste, combien y en a-t-il et qu'est-ce que ça représente? C'est vrai que les libéraux ont tendance à se focaliser uniquement sur l'impôt sur le revenu en disant les pauvres ne payent pas d'impôt. C'est une idée qu'on démonte là-dessus. Plus de la moitié de la population ne paie pas d'impôt sur le revenu. C'est absolument vrai. La moitié des plus pauvres ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais quand on dit ça, on oublie de préciser que l'impôt sur le revenu, ça représente la moitié des recettes de la TVA. Donc la TVA, c'est un impôt que vous payez quand vous consommez quel que soit ce que vous consommez. On peut d'ailleurs ajouter toutes les autres taxes sur la consommation, sur l'essence, sur le tabac, etc. Quel est le problème de ces impôts? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont injustes? En réalité, je l'ai dit tout à l'heure, plus on est riche, plus on consomme une part faible de notre revenu et plus on épargne. Donc, en fait, si vous êtes pauvre, vous consommez l'intégralité de votre revenu quasiment. Si on prend les ménages les plus pauvres, vous épargnez pas. Si vous êtes pauvre, donc, ça veut dire que la TVA elle va s'appliquer à l'ensemble de vos revenus. Plus vous êtes riche, et plus vous allez épargner. Et donc, en fait, plus la TVA va représenter une faible part de vos revenus. Et c'est pour ça que si on prend non pas uniquement l'impôt sur le revenu, mais tous les impôts, en réalité, aujourd'hui en France, un pauvre paye proportionnellement plus d'impôts que les très riches. Le système fiscal, il est progressif, mais il devient dégressif pour les très très riches. L'évasion fiscale, les niches fiscales font que les très très riches échappent à l'impôt. Et donc aujourd'hui, en fait, on a un débat qui se focalise systématiquement sur les impôts. Alors c'est vrai qu'ils sont plus visibles, hein, parce que quand on paye la TVA, on s'en rend pas forcément compte, mais on oublie systématiquement de dire qu'aujourd'hui, la principale recette fiscale, c'est la TVA. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est vraiment dérangeant, c'est qu'au cours de l'histoire, on réduit systématiquement les impôts depuis les années 80, on réduit les impôts payés par les plus riches et par les grandes entreprises, et on augmente les impôts sur la consommation. Mais est-ce que c'est pas un petit peu irrémédiable quand on est dans un système globalisé? Parce que si on veut rester compétitif, on est obligé finalement de baisser à un moment les différentes charges des entreprises. C'est vrai que c'est un argument qui est systématiquement mis en avant par les libéraux, de nous expliquer que puisque nous sommes tous en concurrence, eh bien, il faudrait baisser les impôts, et que puisque les riches et les entreprises sont mobiles, il faut baisser les impôts sur ceux-ci, et puis puisque les pauvres, eux, sont immobiles et ne vont pas se mettre à avoir des conseils fiscaux pour essayer d'échapper à l'impôt, eh bien, c'est eux qu'on va taxer. Cette tendance, elle est avec cet argument-là. Le problème, c'est que cette tendance, on la constate dans tous les pays du monde. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, si on poursuit cette logique, demain, il n'y aura plus d'impôt sur la société. Demain, l'impôt sur le revenu, il va continuer à baisser. L'impôt sur la fortune, il n'y en a déjà plus. Et au final, on a systématiquement les plus pauvres et ceux donc, qui sont immobiles, qui sont de plus en plus taxés. Ça pose un vrai problème d'injustice fiscale. Mais c'est vrai que c'est intéressant de remarquer que cet argument,
il est finalement utilisé de manière systématique pour dire, en fait, on n'a pas le choix. Hein, on est revenu au bon vieux Tina de Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative. On est obligé de baisser les impôts. Vous comprenez bien, sinon les entreprises vont fuir, quoi. Mais on peut le comprendre, ça paraît logique. Oui, non, mais ça paraît, ça a même la force de l'évidence. C'est pour ça qu'on essaie de combattre cette idée-là, hein, parce qu'effectivement, c'est un argument qui sert à rendre l'impôt de plus en plus injuste. En tout cas, ce que vous expliquez dans ce livre, c'est justement que selon vous, l'impôt est injuste et que les pauvres paient des impôts, contrairement à ce qu'on pense. En tout cas, ils paient une taxation, notamment à travers la TVA. Mais ce qu'on peut préciser aussi, c'est que les personnes les plus modestes en France reçoivent des minima sociaux. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques qualifie ces minima sociaux d'assistanat. Le ténor de la droite, Laurent Wauquiez, qualifie même cela de cancer de la société française. Éric Zemmour, très récemment, dans un débat avec Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV, a parlé de 50 milliards chaque année qui seraient perdus à cause de la fraude sociale. Alors, c'est un chiffre qui a été complètement démonté, on ne va pas revenir là-dessus, ça n'a aucun sens, mais ça montre que cette question de l'assistanat, elle est quand même encore très présente dans le débat public, y compris à travers des faux chiffres. Alors, puisque ça semble être une obsession de la part de certains des hommes et des femmes politiques, je vous pose la question, est-ce que les minima sociaux favorisent l'assistanat ? Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, les dépenses sociales, c'est pas que des minima sociaux. Quand on parle des allocations chômage, des pensions de retraite, ou des remboursements des soins de santé, ça profite à tout le monde et pas simplement aux plus pauvres. Les prestations sociales qui bénéficient aux plus pauvres, les minima sociaux, ça représente simplement 25% de ces prestations sociales. Donc déjà, c'est un premier ordre de grandeur. Ensuite, bon, ça a été maintes fois débunké, mais j'aimerais revenir dessus quand même, sur ce chiffre de 50 milliards, parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. C'est une estimation qui a été faite par un magistrat qui, je ne sais pas quelle est sa légitimité pour faire ça, mais je rappelle quand même que c'est un responsable de l'UDI, qui est un parti lui-même qui ne fait rien pour lutter contre l'évasion fiscale, mais qui nous dit que le problème, c'est la fraude sociale. Quand on regarde ces estimations de la fraude sociale, ce sont à peu près 1 à 3 milliards d'euros tous les ans de manque à gagner. Je me sens obligé quand même de le comparer par rapport aux 80 à 100 milliards d'évasion fiscale qui manquent dans les caisses de l'État chaque année à cause des pratiques d'évasion fiscale. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser là-dessus et à avoir une politique publique qui va traquer toujours les fraudeurs sociaux, mais en fait, ça laisse entendre dans la population que le problème de financement de notre protection sociale, ça serait la faute des pauvres qui fraudent. Nous, on maintient que c'est plutôt le problème des plus riches et des grandes entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, c'est un débat qui est très intéressant, c'est est-ce que si on verse des minima sociaux, est-ce que ça désincite au travail ? Je rappelle quand même que c'est cet argument qui est utilisé par le gouvernement pour refuser le fait d'étendre le RSA aux plus jeunes. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une étude qui a été menée il y a quelques années par l'INSEE. L'INSEE, c'est pas un repère de gauchistes, c'est un organisme officiel, et qui s'intéressait, puisque le RSA n'est réservé ou avant le RMI, on ne peut le toucher qu'à partir de 25 ans, il serait logique d'imaginer qu'un certain nombre de personnes, eh bien, à 25 ans, basculeraient dans l'assistanat puisqu'ils arrêteraient de bosser, puisque maintenant, enfin, ils peuvent toucher le RMI, aujourd'hui le RSA. Et l'INSEE est arrivé exactement à la conclusion inverse et montrait qu'en fait, il n'y avait quasiment pas d'effet désincitatif du RSA sur la reprise d'emploi. Donc ça, j'avoue que ça fait partie des grands mythes que nous, à force de le répéter, les libéraux ont fini par rendre ça évident. Et qui ne se base, selon vous, sur aucune étude sérieuse, sur aucun chiffre. Le problème, c'est qu'on laisse entendre qu'en fait... D'ailleurs, Macron le répète souvent, que c'est pas normal, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va s'attaquer aux allocations chômage, c'est qu'il n'y aurait pas d'incitation à travailler, finalement, on toucherait autant en travaillant pas qu'en travaillant. Oui. Je rappelle quand même qu'un emploi, c'est pas simplement un revenu. Un emploi, c'est de l'intégration sociale, c'est des relations avec les collègues, etc. Mais c'est aussi avoir un statut social qui est bien plus valorisé dans notre société que d'être assisté. Et c'est aussi, et ça me semble très important, des cotisations sociales qui ouvrent le droit demain à financer, par exemple, notre retraite. Or, quelqu'un qui ne travaille pas, il n'a pas tout ça. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'on oublie systématiquement. En tout cas, pour vous, la priorité, c'est les paradis fiscaux. Vous en avez fait votre cheval de bataille à Attaque. On en a déjà parlé dans un entretien avec Manon Aubry qu'on vous met en lien juste ici. Pour vous, l'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale qui sont importants, et c'est important de les distinguer. En juillet dernier, vous avez fait la une des médias parce que vous êtes allé peindre en noir les vitrines de la Samaritaine pour dénoncer cette injustice fiscale. Justement, votre action n'a pas du tout fait l'unanimité. Elle a même fortement déplu. Elle a été très largement condamnée, notamment par Bernard Arnault, le président du groupe LVMH, qui a dénoncé un acte de vandalisme. Et une bonne partie de la classe politique s'est dite choquée par une action irrespectueuse, voire violente.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez votre action? Alors, non seulement on ne regrette pas, mais en plus, j'aimerais quand même questionner les valeurs des personnes qui se sont dites outrées. Qu'est-ce qu'on a voulu montrer par cette action? On a voulu montrer que pendant la crise, alors qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui avaient basculé dans la pauvreté, dans la précarité, alors qu'on voyait par exemple des files d'étudiants interminables faire la queue pour manger, et bien dans le même temps, c'était pas la crise pour tout le monde. Et il y avait les ultra-riches qui s'étaient gavés pendant la crise. Alors on a pris l'exemple de Bernard Arnault parce que c'est le plus riche et parce que sa fortune a augmenté de 62 milliards entre mars 2020 et mars 2021. Ce qui laisse penser qu'il n'est pas matraqué fiscalement. Par ailleurs, effectivement, ça montre qu'on pourrait largement augmenter le taux de prélèvement sur les ultra-riches et ils n'en seraient pas pour autant pauvres. Bon. Mais donc on a voulu dénoncer cette indécence qui est que d'un côté, les riches se gavent et que dans le même temps, le gouvernement refuse de les taxer à leur juste part et préfère faire des économies sur le dos des plus pauvres. On l'a vu avec les économies qui sont faites sur le dos des plus précaires. Ça a été la réforme de l'APL censée être plus juste, alors qu'en réalité, quand la Macronie parle de justice, c'est toujours pour réduire ce qu'on donne aux plus pauvres. On le voit aussi avec cette réforme de l'assurance chômage qui va pénaliser 1,15 million de chômeurs, où demain on nous promet de réformer encore l'âge de la retraite et de reculer encore le départ de l'âge de la retraite. Donc nous, on a dit, en fait, c'est pas possible qu'il y ait le gouvernement qui refuse de taxer les plus riches et qui fasse des économies sur le dos des plus précaires. Et on a crime de lèse-majesté, on s'est attaqué à la Samaritaine et on lui a déversé quelques litres de gouache. Alors, je rassure ceux qui s'inquiètent pour les vitrines, elles étaient nettoyées quelques heures après, il n'y avait plus aucune trace de notre action. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant d'analyser cette réaction totalement disproportionnée. Je rappelle quand même que le Figaro a fait un sondage pour savoir s'il fallait nous dissoudre. Bon. Donc, on s'est dit, après tout, peut-être qu'il faudrait dissoudre Attac, comme le gouvernement a dissous d'autres associations qui font des mouvements coup de poing, comme Génération Identitaire. Ça les a un peu défrisés, hein, nos amis d'Attac. Donc, ils ont tweeté très vite, et puis sur les réseaux sociaux, leurs amis réagissent beaucoup. Finalement, ça laissait quand même une ligne de démarcation pour moi qui est très, très, très claire entre finalement ce qui serait la gauche et la droite aujourd'hui. Quand vous avez une Anne Hidalgo, une Valérie Pécresse, les membres du gouvernement qui se succèdent sur les plateaux de télé pour dire qu'ils sont indignés par cette action, ben, je pose la question finalement, est-ce que c'est plus choquant de verser quelques litres de gouache qui vont être immédiatement nettoyés sur une entreprise ou de voir, encore une fois, ces inégalités qui se creusent et de manière totalement indécente. Ben, nous, on pense qu'effectivement, ces réactions indignées, elles ont bien montré qu'on avait visé juste. Et d'ailleurs, puisque vous me posez la question de savoir si on regrette, non seulement on ne regrette pas, mais on va même poursuivre. D'ailleurs, on lance une grande campagne de désobéissance civile. On va aller prélever à la source les entreprises multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale, parce qu'on veut mettre dans le débat que la campagne électorale s'ouvre. Et on voit qu'on parle beaucoup de sujets très importants, comme par exemple, faut-il changer les prénoms des personnes qui s'appellent Mohamed. Bon, nous, on pense qu'il y a des sujets bien plus importants, bien plus fondamentaux et bien plus problématiques. C'est pour ça qu'on va aller prélever à la source, donc on va aller voler symboliquement des entreprises comme Total, McDo, BNP ou Amazon qui pratiquent l'évasion fiscale depuis trop d'années avec une impunité quasiment totale, pour mettre cette question dans le débat public et faire en sorte qu'on s'attaque enfin à l'évasion fiscale. Parce que déjà en 2009, Nicolas Sarkozy nous expliquait que les paradis fiscaux, c'est fini. Nous avons mis fin au scandale des paradis fiscaux. Je sens que dans cette campagne, Emmanuel Macron va nous expliquer qu'ils ont un super bilan dans la lutte contre l'évasion fiscale, mais on constate malheureusement que scandale après scandale, il y a eu OpenLux, SwissLeaks, le Panama Papers, les Paradise Papers, il y en a eu, on ne sait même plus combien il y en a eu. En réalité, scandale après scandale, rien n'a été fait pour lutter contre l'évasion fiscale. On a plutôt l'impression que les gouvernements successifs font semblant de lutter contre l'évasion fiscale et ne règlent pas ce problème. Bah écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Raphaël Prado, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez coécrit ce livre Impôts, idées fausses et vraies injustices aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, il y a plein d'aspects qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans cet entretien, mais qui sont étayés par de nombreuses études avec beaucoup plus de chiffres et de graphiques pour ceux que ça intéresse. C'est très simple, c'est court, c'est concis et c'est efficace. C'est accessible à tous. Vous donnez de véritables outils argumentaires pour ceux qui voudraient mieux faire face au discours dominant sur l'impôt. Je rappelle que si vous avez apprécié cette émission, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et la partager sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ça nous aide beaucoup. Blast ne vit que grâce à son audience. Alors, si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.